question. Quel est le processus de l'impression d'une publicité sur Lego pour qu'une personne achète un produit quelconque? Robert. Bon, la publicité, c'est quelque chose qui est évidemment étudié par les psychologues. D'ailleurs, les plus grands psychologues du monde travaillent pour les compagnies publicitaires. Lego recherche continuellement une preuve que son schéma de sécurité illusoire est réel. Et lorsqu'on arrive à donner à Lego l'impression qu'il lui manque quelque chose dedans cette sécurité, bien évidemment, on ouvre une porte, on le met en démarche vers cette chose. Et la publicité, évidemment, à l'origine, elle était assez brute. Vous ne pouvez pas vivre sans votre beurre de pinot, fait que achetez-en, vous allez vivre vieux longtemps. Là, c'est une personne de 115 ans qui l'annonçait. Mais à un moment donné, c'est qu'il y a eu plusieurs compagnies de beurre de pinot, fait qu'on a eu plusieurs personnes centenaires qui annonçaient leur beurre de pinot. Fait que, si tu voulais avoir un bouton, ben, tu allais acheter tel pot, parce que tu regardais le bonhomme à la télévision, fait que tu avais le choix. Ce qui arrive, c'est que présentement, on a tellement de concurrence et l'homme se conscientise, même l'homme de masse se conscientise quand même assez rapidement. Alors, ce qui fait qu'on est obligé de passer par des moyens presque subliminales, par des moyens que la conscience astrale ne peut pas détecter, mais que l'astral mémorise. Et une fois que l'astral l'a mémorisé, lentement, ça revient à la conscience de l'ego, et l'ego ne sait pas d'où ça vient, et vu que ça vient de lui-même, puis de l'intérieur et de l'expérience, il l'accrédite comme étant vrai. Donc, automatiquement, il va agir en fonction de ce qui lui a été donné, sans que consciemment il le sache. La publicité va simplement essayer de te prouver que tu vas... Qu'est-ce que l'ego recherche? On l'a vu, l'ego recherche le plaisir. Le plaisir, évidemment, surtout c'est synonyme. Et il fuit la douleur. Alors, on n'annonce jamais un produit qui fait mal. On va donc essayer de stimuler chez l'ego, chez l'auditeur, le plaisir, la liberté. Liberté, c'est quoi? Ça ne veut pas simplement dire de faire ce qu'on veut. Ça veut surtout dire de prendre le cadre de sécurité que tu as et de le placer n'importe où. Là, tu es libre. Moi, j'ai besoin de ma musique à tue-tête pour me sentir libre. C'est-à-dire me sentir sécure. Alors donc, laissez-moi libre. M'écoutez ma musique. Si les autres ne sont pas libres, c'est pas grave. La liberté, c'est simplement un endroit où ton cadre à toi peut s'en aller glisser sans jamais qu'il y ait de guerre d'ego. Donc, il faut que tu élimines tous les autres égos. D'ailleurs, c'est aussi le principe de guerre. Entre deux nations égoïques, tu élimines l'ego de l'autre, donc elle ne vient plus faire de pression sur la tienne fait pain. Ça, c'est normal. Alors, ce qui va arriver au niveau de la publicité, c'est que on va stimuler la recherche du plaisir, on va essayer, pour d'autres médicaments, de prouver que tu n'auras plus de douleur. Ça peut être, justement, de dire les médicaments, ça peut être en ce qui concerne tes souliers, ça peut être en ce qui concerne un manteau, un veston, différentes choses. Tout ce qu'on fait, on joue avec l'ego. Si on regarde, par exemple, certaines formes de hamburgers qui font que plus tu achètes là et que tu es spécial, plus tu as de personnalité. La personnalité, c'est quoi? C'est simplement l'image. Et ton image est là, elle est placée dans une normalité. Plus une personne a de la personnalité, cela veut dire plus l'ego de la personne a un schéma sécuritaire qui bouscule les autres. Quand tu rentres avec ta grosse barrière égoïque, ben, tout le monde te regarde en disant « Wow! » Bon, tu bouscules les autres. Donc, tu as de la personnalité. Alors, plus tu as de la personnalité, plus on flatte ton ego. Alors, viens ici, et ici, on va te dire comment beau tu es, l'ego. Comment intelligent tu es, l'ego. C'est pas l'estomac qui se déplace, c'est l'ego. Il ne veut même pas jouir du hamburger. Il veut simplement, inconsciemment, avoir l'impression que ça fait partie de son cadre de sécurité, tout est parfait.
Je suis sûr qu'ils mettent plus de cornichons maintenant sur le hamburger. Parce qu'il y a plus de monde qui ont beaucoup de personnalité qui vont là. Alors là, on a simplement joué avec cette phase de l'ego. Si tu remarques, quelle que soit la forme de publicité, elle est toujours basée sur les mêmes mécanismes. Tout ce qu'il y a, c'est que l'ego, se conscientisant, découvre un mécanisme, tu ne peux plus l'employer. Alors, tu rechanges. Tu prends, par exemple, 2 verres d'eau, et on dit que ce verre-là, plus de monde en boive que l'autre. Si tout le monde le fait, si tu ne le fais pas, c'est que c'est normal. Et comme ton ego, elle est manipulée par l'astral collectif, il y a donc un ego collectif qui te force aussi à réagir. Alors, où ton apprentissage te dit, et là, la publicité marche à l'envers, et c'est ce que les publicistes essaient d'éviter. Hein? Tu annonces ton produit, puis tu vends celui du voisin à la place, ce qu'on essaie d'éviter, c'est normal. Alors, où tu vas te dire, ben, si tout le monde le fait, moi, je le fais pas. Alors, il faut que tu t'arranges pour savoir qu'il y a plus de populations qui vont accréditer le fait que si tout le monde le fait, tu vas le faire. Donc, automatiquement, la personne qui goûte une bouteille de boisson noire et puis qui vient absolument au nuage, plus besoin de méditation, tant qu'à t'acheter une bouteille de coke, par exemple, ben, évidemment, la personne recherche encore le bien-être et ce bien-être va être sécuritaire si la masse le fait. Donc, on va avoir des concurrences entre un et l'autre. Tu as énormément, par exemple, une chose, familialement, le cadre familial va définir que pour te sentir sécuritaire, tu dois aimer tes enfants. Mais les aimer, cela veut dire te les approprier, parce que c'est de l'amour égoïque. Si l'enfant reste dans le cadre familial, puis qu'il s'exécute dans le cadre familial selon les lois du cadre familial, loi que ton ego impose, tout va bien. Et dans cette éducation nouvelle, on essaie d'essayer d'écouter l'enfant. D'essayer de ne pas donner à l'enfant ce qu'on croit qu'il a besoin, mais d'essayer de donner à l'enfant ce qu'il a besoin. Alors, automatiquement, on a des annonces pour vendre des couches qui font parler les enfants. Et l'enfant qui n'est pas en âge de parole, ben, parle à la télévision comme plusieurs animateurs aimeraient le faire, et annonce aux parents que c'est le genre de couches qu'ils ont besoin. Alors, automatiquement, on joue avec le cadre familial reste parce que mon enfant va être mieux étant donné que c'est ce qu'il veut. Parce que la psychologie égoïque est là de ça d'amusant, c'est que, vu que je vis qu'avec mes mémoires, ma mémoire, elle n'est jamais aussi parfaite que l'extérieur. Donc, je peux facilement projeter ce que je vois. Je vois un enfant, ma mémoire, je vois mon enfant, je n'arrive pas à le définir clairement. Donc, l'enfant qui est là peut aussi bien être le mien. C'est tout inconscient. Alors, lui me dit que tel genre de produit, c'est meilleur pour lui, et c'est possiblement ce que je vais faire. Et toutes les compagnies, maintenant, ont des enfants animateurs qui animent les parents à la télévision. Bon, parce que c'est normal, parce qu'ils ont vu qu'effectivement, ça marchait, puis s'ils ne font pas la même chose, ils vont perdre parce qu'ils n'ont rien de mieux. Alors, la publicité, elle est là simplement pour... Le rôle de publicité, évidemment, c'est de communiquer un produit. La publicité, c'est essentiel. Mais dans une publicité de masse, pour vendre des produits qui sont utiles, bien, on essaie de s'arranger pour amener le plaisir ou faire fuir la souffrance. Et on va jouer donc dans le cadre qui amène la sécurité à la personne. C'est là-dedans qu'on va jouer. Est-ce plus évolutif de vivre auprès d'un autre ego où il y a une friction qui peut servir au polissage ou de vivre seul? Si la personne elle est énergisée mentalement, elle va devoir vivre en relation avec d'autres égos et le polissage pourra avoir lieu. Si la personne elle n'est que psychologique, de temps en temps, c'est de beaucoup préférable de quitter la personne. Alors, au lieu que deux égos s'auto-détruisent mutuellement, c'est-à-dire quand on dit qu'ils s'auto-détruisent, c'est qu'ils se transforment, mais seulement l'un par rapport à l'autre. C'est normal que des égos se transforment. Mais lorsque ton égo se transforme juste à partir de l'expérience que tu vis avec moi, et non plus à partir de l'expérience du reste en plus de moi,
là, on peut dire que tu te détruis. Et là, c'est très, très, très dangereux pour l'évolution de ton propre ego. Donc, c'est préférable de qu'on se sépare. Alors, si tout le monde se heurte continuellement, il n'y a pas de problème. Mais si moi, je viens te voir, puis je veux jaser, je peux pas, parce que tu as un problème avec ta femme, puis ton travail, ça marche plus, tu as un problème avec ta femme, puis en fin de compte, les deux égos se frappent, alors tout l'extérieur n'a plus d'influence sur l'évolution des égos, ce n'est que le mari et la femme qui s'expérimentent l'un l'autre, c'est pas évolutif. Dans ce temps-là, c'est préférable qu'ils se séparent. Mais si en plus de ces frictions, tu es capable de vivre à l'extérieur, de découvrir des choses, mentalement, tu devrais être capable de finir par éliminer la friction. Et je vous dirai pas pourquoi, parce que ça peut être dangereux si l'ego découvre à un moment donné comment éliminer la friction, parce qu'au lieu que ce soit le mental qui va faire la démarche d'éliminer la friction, c'est l'ego qui va le faire pour manipuler l'autre. Ils ne sont pas intelligents. Intelligent que je ne dis pas comment. Notre personnalité existe grâce à notre ego, mais cet ego nuit à notre personnalité. Pourtant, sans cet ego, nous serions tous pareils, un peu comme des robots. Présentement, on a eu une école où on obligeait un uniforme, une cravate, veston, pantalon de ville, souliers de ville. Les étudiants ont décidé et ont dit à la direction qu'ils étaient comme des robots. Ils voulaient avoir leur propre personnalité. Alors, en fin de compte, on a accrédité l'idée des étudiants et on a éliminé l'uniforme. Dans le matin, ils sont tous rentrés, pantalon bleu, jeans, coat, jeans, rien d'une chou. Bon, tout le monde était bleu. Alors, dans quel moment ils avaient plus de personnalité? L'égrégore de la masse dirige l'homme. L'homme est manipulé par l'extérieur et par l'intérieur. Alors, ce qui fait que ce n'est pas parce qu'une personne a une personnalité qu'il a une personnalité, ou qu'il n'est pas un robot. Présentement, tout le monde se lève approximativement à la même heure. On fait différentes choses similaires, très réglées. Et si je mange plus vite qu'un autre, j'ai une personnalité, donc je ne suis pas un robot. Quelqu'un qui est mental va finir par avoir une personnalisation mentale suite à l'identification mentale. Donc, elle n'est pas un robot, mais elle n'est même plus manipulée par la masse. Elle devient donc une exception. Une personne que l'ego collectif va vouloir rejeter ou imiter. Un ou l'autre. S'il brise trop dangereusement les formes de la collectivité et la forme sécuritaire de l'ego, on veut le rejeter. Pourquoi les sociétés refusent les marginaux? Le marginal n'est pas dangereux comme lui-même, de lui-même, mais il est dangereux parce qu'il peut influencer d'autres jeunes, parce que ceux-là vont finir par influencer d'autres personnes, ce qui fait que l'ego, le schéma social sécuritaire de la nation ou de la ville ou de la population commence à être désagrégé. C'est le même processus que pour un individu. L'homme vit seul, après vivre seul, il vit dans sa famille, après vivre dans la famille, il est relié dans un ego qui peut être un ego municipal, qui peut être un ego spirituel, un ego national, il est relié à un ego de plus en plus grand et c'est le même phénomène. La population canadienne, elle est un individu par rapport aux autres nations. Si le drapeau américain entre en guerre, c'est les États-Unis qui rentrent en guerre, c'est donc la population qui devra fournir la guerre, exactement comme chaque cellule de ton corps se démène pour pouvoir nourrir ou exprimer ton ego, chaque individu de la nation est une cellule et devra se démener pour pouvoir nourrir ou exprimer l'ego de la nation. Les États-Unis ont été bafoués. Qui c'est qui a été bafoué? Pas le boulanger dans sa boulangerie. Qui a été bafoué? Personne. Même pas le président. Mais il y a un égrégore national qui est représenté par le drapeau, qui fait que ça a été bafoué. Mais qui? Personne. Mais qui? Tout le monde. Alors, ce qui fait qu'on est prêt à faire des choses d'envergure internationale parce que un phénomène illusoire a été bafoué. J'ai eu l'impression d'être bafoué. L'ego
est un mécanisme qui nuit à l'évolution et qui nuit à la personnalité du mental. Mais il ne nuit pas à la personnalité de l'astral, c'est lui-même. Et cette personnalité astrale fait que lorsque tu perds quelque chose, tu dois souffrir. Et lorsque tu gagnes à la loterie, tu dois être content. Et si ce n'est pas être robotique, la psychologie, qu'est-ce qu'elle fait? La publicité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fie à ce que l'homme est un robot. Elle sait que si elle met ça là, la masse réagit de même. Si elle met ça là, la masse réagit de même. On peut tout prévoir. Et le bon psychologue est celui qui comprend suffisamment la manipulation, donc qui peut comprendre les mécanismes qui vont lui permettre, lui, de manipuler les autres. Alors, l'ego a besoin d'être flatté, l'ego a besoin de fuir la douleur. Si je promets telle chose, si je donne des petites choses, enfin, on organise tout ça, et la masse réagit en fonction de ça. Présentement, à Los Angeles, les maisons qui se vendent le plus cher sont les maisons qui sont sur des failles sismiques. Bon. Parce que le monde aime ça acheter ça, puis aime ça triper à la maison blanche, ils sont convaincus que ça tombera jamais. Parce qu'on a tellement vanté l'apocalypse et la destruction de Los Angeles, c'est jamais arrivé. Les savants savent que ça va arriver, ça peut arriver demain, comme ça peut arriver dans 10 ans. Mais ça ne dépassera pas 10 ans. Mais ils ont dit ça il y a 4 ans. Bon. Alors, ce qui fait que le monde, il s'imagine continuellement, parce qu'ils ont vécu plusieurs fins du monde là-bas, par fin de compte, toujours vivants, et c'est amusant. L'ego s'amuse à expérimenter un phénomène de peur. J'en ai déjà parlé d'ailleurs quand on a parlé un peu des mécanismes de je me souviens plus quoi au niveau de la peur. Et une personne qui va dans un parc d'attractions comme au parc à la Ronde, elle veut expérimenter la peur. L'ego veut expérimenter la peur parce qu'il retrouve des énergies qu'il a déjà connues. Ces énergies, même si à l'époque elles étaient dommageables pour l'ego, présentement elles ont été manipulées par l'ego dans l'astral de son âme. Et présentement, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que fait cette énergie? Revenant avec la peur, lorsque tu te promènes dans une machine rapide, tu es capable de retrouver en même temps ton enfance ou l'état physique lorsque tu as eu tes peurs. Donc, l'ego s'amuse à rechercher le même stimuli pour revoir peur, pour dire qu'il s'amuse, c'est-à-dire qu'il se plaît parce qu'il se voit vivre. Il voit qu'il a déjà été inconsciemment et qu'il revit les mêmes expériences. Mais cette peur, elle est acceptée par l'ego jusqu'à temps que tout le manège se met à branler. Alors là, on n'est plus dans un cadre. J'aime ça avoir peur. Si je veux bien aller à la guerre, à condition que tu me promettes que je ne me fasse pas blesser ni que je me fasse pas tuer. Ça, c'est le fun. J'aimerais ça, moi, aller dans la jungle. Mais, tu sais, il faudrait qu'il m'arrive plein d'affaires. Mais que jamais je me blesse, puis jamais je me fasse tuer. Ça, c'est la condition primordiale. Lorsque le cadre physique même de l'ego peut être en danger, l'ego, là, commence à penser que, là, si ça disparaît, là, il ne pourra plus se retrouver. Fait que là, l'amusement qui est allé chercher, parce que tu t'amuses à aller te faire peur. Donc, du plaisir. Ça peut dépasser, quand ça dépasse une certaine borne, là, l'ego vire complètement, et là, c'est une nouvelle expérience qu'il vit. Et là, il vit la peur. C'est ce qu'il recherchait. Et là, il a peur. C'est ce qu'il ne recherche plus. Bon. Alors, donc, l'ego est, de toute façon, complètement manipulé, et il est robotique. Ce n'est pas parce que chaque personne a de légères différences, comme chaque ordinateur a de légères différences, que l'homme n'est pas robotique. Lorsque l'ego disparaît, c'est-à-dire lorsque l'énergie de l'astral vient énergiser l'énergie mentale, et que le mental est capable de s'identifier, le mental va dire « je pense », donc je pensais. Il est identifié, il sait ce qui se passe. Le mental va vivre plus dans la réalité, vivant plus dans la réalité, plus, il ne sera pas toujours en train d'essayer, comme je le dis de temps en temps, d'expliquer la réalité à partir du passé, comme l'ego le fait. Donc, il ne sera pas robot, parce qu'on ne pourra jamais prévoir ce que le mental va faire, sauf si c'est un mental qui prévoit ce qu'un mental va faire. Et tu n'es pas robotique. Quand tu as un accident, tu es déçu, tu trembles. Et n'importe quel individu qui a un accident d'automobile suffisamment sévère, il tremble. Et si parmi vous, il y a du monde qui vont dire « Ah oui, moi, ça ne m'arrivera pas. Moi, j'ai fait 5 ans d'ambulance,
j'en ai vu des accidents, tous ceux que j'allais chercher là n'étaient pas blessés, faites-moi confiance, qui cherchaient une place cette fois. Bon. Et plus il y avait de véhicules de sécurité qui arrivaient, plus l'individu s'écroulait vite. Alors, il était capable d'étoffer longtemps, l'ambulance arrivait, là, tu me parlais un peu avec les ambulanciers, puis là, les ambulanciers le remontaient à temps. Puis là, on allait l'asseoir, puis là, ça allait bien. Il était capable de se dynamiser suffisamment longtemps, mais quand la sécurité arrivait, il était carré de mettre de l'énergie pour sécuriser, il préférait profiter de l'occasion, de l'énergie des autres, puis là, il s'écrasait. Et ça, c'est régulièrement comme ça dans des situations où une personne prend panique. Lorsqu'on vient l'aider, c'est là qu'elle tombe. Ça, c'est stupide. C'est robotique, c'est prévisible. Si tu es mental, tu as un accident, moi je peux te dire que mentalement, si la telle situation va agir de telle manière, parce que c'est intelligent. Mais tu n'es pas plus robot que celui qui agit inintelligemment. Celui qui agit d'une façon égoïque. J'ai failli perdre tout mon moi-même. Oh! Là, tu es là, puis tu te trompes, puis ça s'en envoie d'un bord puis de l'autre, puis tu ne te rends pas compte de rien d'autre. Et si ton cadre de sécurité, c'était ta femme, ben là, j'ai failli perdre mon moi-même encore, mais qui est représenté par ta femme. Ou par ton char. Là, ça va mal. Il y a des fois où les ambulanciers vont devoir amener une personne, elle n'a rien, mais elle se promène sur le métropolitain, parce qu'elle s'en va tout partout, parce que quand tous les chars sont arrêtés là, parce que c'est pas ce qu'elle fait. Elle est intacte. Puis tout ce qu'elle dit, mon char, mon char, mon char, mon char. Elle pense peut-être pas nécessairement à son char, elle pense à son schéma de sécurité, qui a failli être abîmé, elle a failli mourir. Puis là, elle s'en va. C'est déjà arrivé, c'était tellement amusant parce que le gars avait déjà eu un accident sur l'aile gauche en arrière, sur l'aile droite en avant. Il y avait un côté en arrière de pocket, puis il venait de taper l'autre bord. Puis là, il était là, mon char, puis il se promenait dans la rue. Il n'y avait aucun blessé, mais il a fallu qu'on l'amène. On appelle ça un choc nerveux. Mais le choc nerveux, qu'est-ce qu'il fait? Il fait simplement qu'il déconnecte le mental, l'ego prend la place, mais l'ego n'est même plus conscient qu'il est là. Il n'y a que les mécanismes de programmation astrale qui se mettent en marche, mais ces mécanismes sont complètement idiots. Ils n'ont pas été bâtis de façon à servir. Ils ont été bâtis parce que de toute façon, ils sont bâtis. Alors, à un moment donné, ça s'exprime de n'importe quelle manière. Lorsque le mental programme quelque chose, c'est dans un but. Lorsque l'astral programme quelque chose, c'est dans un amusement. Mais quand ça va servir, dans quelle situation, ça, on ne pense jamais. Quand est-ce que vous pensez comment réagir lors d'un accident? Ou comment, de temps en temps, le mental d'une personne ou l'ego, pour se sécuriser, va essayer de prévoir. Mais il va prévoir que si le feu prend, je prends l'extincteur là, puis je vais là. Mais ce qui n'est pas prévu, c'est qu'il ne sera même pas capable de dégoupiller l'extincteur tellement il va avoir de la tremblote. C'est ça qu'il faut voir. Ça, il ne l'a pas prévu. Alors, ton schéma extérieur, s'il est brisé, si tu es mental, tu réagis d'une façon intelligente, conséquentielle, et tu n'es pas programmé. Parce que le mental d'un homme, l'identification mentale va agir seulement et exclusivement d'une certaine façon lors de certains événements. Mais l'ego de la masse, l'ego astral de la masse, elle est réellement plus robot. Parce que dans 150 événements, ils vont tous réagir de la même manière. Si l'événement fait peur, ça réagit comme ça. L'événement amène du plaisir, ça réagit comme ça. Alors, tu peux avoir 25 sortes de peur, même réaction, 25 sortes de plaisir, même réaction. Au niveau mental, tu as une chose, une réaction. Une autre chose, une autre réaction. Toujours une réaction la plus efficace possible, dépendant des énergies évolutives chez l'homme, par rapport à l'événement. Alors, tu es de moins en moins robot, moins tu es égo, astral. Plus l'être est mental, moins il y a d'ego, et moins il y a d'ego, moins l'être est un robot. J'ai deux questions. Des personnes qui ne sont jamais venues, qui demandent la définition d'un ego, puis une troisième personne qui demande si, en fait, si tu pourrais, en voulant dire, si tu peux passer la même énergie si tu parles moins fort. Ah ben, il suffit juste de baisser un peu le micro. Et de vérifier le son. Maintenant, c'est une chose qui est assez importante, c'est qu'on ajuste souvent le système de son par rapport aux autres conférenciers. Et quand c'est mon tour, on le baisse de moitié. Et encore là, des fois, c'est un peu fort. L'énergie, elle passe comme elle passe. Maintenant, il suffit
simplement d'avertir peut-être la personne qui s'occupe du son que ceux qui sont en dessous des haut-parleurs l'ont un petit peu trop, les cheveux bougent. Il n'y a aucun problème, ça afflue cette personne. Et en ce qui concerne l'énergie, ben là, ça pénètre à l'intérieur comme ça peut. Bon. Alors donc, qu'est-ce que l'ego? Ben, l'ego, de toute façon, on va le définir pour la simple raison que même ceux qui viennent souvent peuvent avoir des difficultés à comprendre, sauf peut-être ceux qui font le programmette contrôleur, je pense qu'on l'a vu en masse de fois. L'ego, c'est une densification de mémoire, et cette densification de mémoire, c'est la personnalité de l'homme. L'homme naît, l'homme vient au monde, il n'a pas d'expérience, il n'a pas de mémoire et il n'a pas d'ego. Il est l'ego de sa mère, c'est-à-dire que c'est sa mère qui protège l'enfant, qu'il trouve beau et qu'il trouve tout ce que tu voudras. L'enfant est en balance en 40. L'enfant expérimente, et lorsqu'il expérimente, il mémorise. Et lorsqu'il mémorise, il finit par se faire une idée. C'est-à-dire que lorsqu'il revit plusieurs fois la même expérience, ses mémoires ont des vibrations similaires, et ayant des vibrations similaires, elles vont s'attirer l'une l'autre et elles vont s'agripper. La même chose que de l'eau qui coule sur quelque chose va s'agripper. Si je mets mon doigt par-dessus mon verre d'eau, mon bras c'est pas là, je peux en profiter, je mets ça ici, vous regardez bien ce qui va se passer ceux qui peuvent, l'eau coule le long de mon doigt. Et elle ne coule pas directement à terre. Parce que les molécules d'eau s'attirent l'une l'autre, et ma peau, elle est suffisamment, les cellules contiennent 80% d'eau, je suis capable d'énergiser suffisamment l'eau pour qu'elle coulisse sur le long de mon doigt et que chaque molécule qui sort du verre se suive pour couler lorsqu'il n'y a plus rien, lorsque l'attraction est plus forte que l'attraction de mon doigt et que l'attraction intermoléculaire. Donc, les molécules, ce qui est vibratoire va s'attirer. Dans la personne, les expériences similaires créent des énergies similaires, elles s'attirent et elles s'agglomèrent. Tu as souffert, ça ne peut pas s'agglomérer avec le plaisir, donc ça se place dans un autre endroit de ta psychologie. Et lorsque tu accumules de l'expérience, tu bâtis lentement différentes formes d'énergie. À travers ces énergies égoïques, il y aura évidemment la personnalité ou les personnalités des énergies réincarnatives au niveau de la psychologie chez l'être qui vient au monde. Donc, tu auras l'ego de ta mère en toi, mais il ne sera pas identifié, donc cela ne paraîtra pas comme un ego. Mais tu aimeras ce que ta mère aime, ce que ton père aime, tu auras certains goûts de tes ancêtres, et plus au fur et à mesure où tu vas ramasser de l'expérience, les personnalités réincarnatives qui habitent ton schéma astral vont lentement s'assujettir aux expériences, aux énergies. Et là, plus tu vas vivre tel genre d'expérience, plus tu vas énergiser une sphère en toi, les énergies vont venir s'agglomérer. Ces énergies s'agglomérant vont accepter des énergies légèrement différentes, et à un moment donné, tu auras une sphère qui pourra se contenir elle-même, mais où une partie pourra attirer tel genre d'énergie. Elle est similaire à la partie à côté, et elle va attirer d'autres genres d'énergie, ce qui fait qu'on finit par bâtir une immense sphère d'énergie mémorielle qui est l'ego. Et cet ego va tenter de s'exprimer à un moment donné lorsqu'il va expérimenter l'expression. Donc l'enfant finit par vouloir donner son opinion parce qu'il l'a vu plusieurs fois. L'enfant finit par vouloir imposer son opinion parce qu'il l'a vu plusieurs fois. L'enfant finit par refuser les idées des autres parce qu'il s'est vu les siennes refuser plusieurs fois. Il expérimente et selon l'expérience du vécu de la personne, selon la réincarnation dans le corps physique, donc par la génétique, ce que son cerveau permet comme expression égoïque, ce que ces molécules physiques permettent comme expression, si tu transformes légèrement le physique avec de la drogue, un médicament, un antipsychotique, un antidépresseur, c'est moins dépressif, donc la molécule physique, la chimie physique, influence énormément aussi sur l'ego, sur l'expression de l'ego. Et tout ça mis ensemble finit par créer, expérience après expérience, une agglomération de ce qui devrait être la personne. Normalement, le haut, disons, le haut, on s'en fout, là, on essaie de mettre une forme. Le haut est la conscience de l'homme. La plus grosse partie de cette sphère énergétique va être la dominante chez l'homme. Si la grosse partie de la sphère, elle est paisible, ce sera un homme ou une femme paisible.
À un moment donné, tu bouscules cette chose, la boule vire, et c'est la partie moins paisible qui prend le dessus, et la personne vire. Alors, tu peux avoir plusieurs personnalités pour plusieurs raisons, mais ça, c'est un des mécanismes. Et à un moment donné, ben là, tout se replace, parce que l'ego le plus fort va revenir à la conscience de l'homme, se servir de son cerveau, et automatiquement, tout se replace. L'ego chez l'homme, c'est ce qui attire les énergies qui vibrent autour, les énergies expérientielles à lui. Donc, c'est égocentrique et ça attire. C'est normal, c'est de l'amour. Ça attire à lui. Alors, l'expression de l'ego va se faire par le corps physique et l'ego va se servir du corps physique pour pouvoir continuer à s'énergiser. J'aime les fleurs, je plante des fleurs, je cueille des fleurs, j'arrache des fleurs, je photographie des fleurs, je fais de quoi des fleurs. Bon. Alors, donc, mon ego vit une expérience, il se dynamise, ce qui fait qu'en fin de compte, on arrive à l'expression de l'homme normal. Et cet ego, évidemment, va créer le cadre de sécurité parce que l'ego, inconsciemment, qui n'est qu'une forme mémorielle, découvre qu'il ne vit pas en même temps que la réalité, qu'il ne peut connaître que ce que la mémoire, ce que les sens amènent en retard de la réalité. À partir de cette découverte inconsciente, l'ego va donc s'efforcer de créer un cadre qu'il va appeler la réalité. Et ça, c'est l'illusion. Et dans cette illusion, l'ego, l'homme, va donc évoluer. Et cet ego va dire, mon corps, je suis intelligent, c'est le mental, c'est pas lui. Je suis fort, c'est le physique, c'est pas lui. Mais l'ego finit par tout englober au complet de l'homme qui évolue dans sa sphère à lui, ce qui est une illusion, et il crée donc un monde d'illusion dans lequel il va vivre. Et le monde d'illusion étant continuellement meurtri par la réalité, l'ego est continuellement meurtri, donc l'ego souffre. Et l'ego, l'homme doit souffrir pour évoluer, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme, c'est l'homme psychologique, l'ego, parce qu'il doit découvrir qu'il n'est pas la réalité. La réalité de l'illusion, elle est réelle, et même si l'illusion est une illusion, l'illusion, elle est réelle pour l'ego. Ça, c'est l'ego. Autour de l'ego va cheminer, va flotter, disons, des expériences qui ne peuvent pas être immédiatement assimilées par l'ego. Alors, tu as vu un oiseau faire une crotte sur ton balcon, puis ça, c'est mémorisé, mais ça ne dérange rien à toi. Par contre, tu es soudeur, puis tu vois un gars soudé, qui est en train de souder quelque chose chez vous, et là, tu vas vérifier, donc là, l'ego va accumuler de l'expérience et il va vouloir tenter de s'exprimer. Parler avec le soudeur, etc. Mais l'oiseau, il ne te dérange pas. Tu as l'ego, le centre, autour va donc papilloter, disons, va flotter toutes les expériences non densifiables par l'ego, que moi j'appelle les mémoires volatiles. Ce sont des mémoires qui peuvent se transformer et qui flottent autour de l'ego. Et tout ça est englobé par une sphère qui s'appelle le périsprit. Et tout ça au complet, c'est l'âme. Et l'âme est immortelle. Ça, c'est enseigné par l'ego. Parce que dans la réalité des choses, l'âme doit être détruite pour que l'homme finisse par devenir ce qu'il doit être. Et tant que l'âme reste là, tant que l'ego, les mémoires volatiles, l'expérience et l'enveloppe restent là, alors automatiquement cela forme un œuf, et cet œuf devrait être brisé parce que c'est l'œuf qui croit évoluer, c'est l'œuf qui chemine, c'est l'œuf qui s'imagine d'évoluer, et ce phénomène est complètement retardataire au niveau de l'évolution. L'œuf ne peut pas devenir Dieu, mais il veut devenir Dieu. Pour devenir Dieu, il devra disparaître. Pour que le reste puisse se faire, et là, tu sauras ce que tu devras être. Mais en attendant, si tu ne fais qu'inventer ce que tu veux être, inventer les dieux, inventer tout ton cadre d'évolution, c'est de la... on appelle ça en médecine, disons, psychologique, des névroses, des psychoses.
avec la réalité, ça devient pathologique. Mais tout le monde a son monde illusoire, mais il est capable, malgré ce monde, de faire une adaptation entre la réalité et ce monde. Cela, on les appelle normal. On peut faire de même. Daniel, quand on prend les expériences, un ego, c'est une somme d'impressions, c'est une somme d'expériences. Deux égos, automatiquement, ils ont un quota d'énergie différent. Et quand il y a des polarités différentes, il n'y a pas nécessairement de guerre d'ego. Non, la guerre de l'ego, c'est simplement lorsque la surface de sécurité d'un ego vient tenter de bouger la surface de l'autre ego. Ce n'est pas parce que je suis polarisé de telle manière qu'on ne s'entend pas. Parce que si je suis polarisé d'une telle manière, ma surface, elle est là. La tienne, elle est là-bas. On peut se coller ensemble. Mais on ne fera jamais rien ensemble. Parce qu'on ne s'attire pas. Et c'est lorsque l'on s'attire. On a des polarités similaires, mais des divergences dans notre similarité. Et là, je tente d'obliger ton cadre à accepter mes différences et à détruire les tiennes. Et toi, tu peux faire la même chose. Deux personnes qui passent l'une à côté de l'autre, et qui ne cheminent pas ensemble, qu'il n'y a rien ensemble. Mais ces personnes-là, il n'y aura jamais de guerre d'ego, pourront faire des affaires. Mais lorsque tu as une attraction, une affection, tu as deux hommes d'affaires qui, à un moment donné, finissent par bien s'entendre, mais la journée qu'il y en a un qui pense différemment, l'autre essaie d'y faire expliquer, l'autre ne veut pas comprendre, il peut y avoir des frictions. Et lorsque la première fois ils se sont ensemble, ils trouvaient intelligent et normal que les deux n'aient pas le même point de vue, qu'on en discute, on avait la patience, la simple raison qu'on ne s'est pas attiré. Nos sphères de sécurité ne se bousculaient pas. Et lorsqu'on devient vraiment amis, on va faire 3 ou 4 péchés ensemble, etc., à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'on a une attraction. Donc, on polarise nos deux égos de façon à ce qu'ils s'attirent. Et lorsqu'ils s'attirent, les régions de sécurité vont commencer à dériver lentement l'une vers l'autre. Ils s'attirent. Et lorsqu'ils se touchent, tout va bien. Mais à un moment donné, j'ai une parcelle ici qui n'est pas dans l'autre. Elle devra être dans l'autre. L'autre ne veut pas, elle devra être dans l'autre. Alors, automatiquement, ils devront faire attention pour ne jamais trop être en accord, c'est-à-dire s'aimer trop. Le conférencier, par exemple, moi, je m'arrange pour ne pas trop avoir de contact proche avec le public, pour justement pouvoir continuer à faire ce que je fais. Sinon, lorsqu'un public commence à me connaître, il est plus facile pour son ego de lutter contre ce que je dis, c'est-à-dire que si c'est intelligent, il ne l'acceptera pas, et si c'est stupide, ben là, il risque de l'accepter. Ça, c'est l'apanage de deux personnes qui vont à l'ensemble. Alors, ce qui fait que c'est préférable pour plusieurs personnes qui ont à travailler ensemble à faire quelque chose d'intelligent, de ne pas trop s'attirer l'un l'autre. De ne pas être dépendant, de ne pas trop s'aimer, de ne pas trop être amis. Ça a l'air stupide, mais c'est comme ça que ça fonctionne l'intelligence. Et ce n'est pas un robot pour autant. La compagnie continue à marcher, chacun de son bord, là, on peut faire jouir l'ego. Mais si on veut le faire jouer ensemble, puis qu'on se colle trop, à un moment donné, on ne peut plus. Puis il est dans des chicanes. Il y a une autre question ici, c'est quoi ou c'est qui Dieu au juste? Alors, on a répondu, je crois, sur la conférence l'anonymat de l'énergie. Alors, ce qui fait que ça non plus, je ne reviendrai pas. Et s'il n'y avait pas la colère comme soupape de sécurité, est-ce qu'on pourrait mourir? C'est que la colère en a tué plus qu'un, mais elle a tué souvent l'autre. Hein? Bon. De toute façon, il n'est pas question de se poser la question si telle soupape, si elle n'existait pas, qu'est-ce qui se passerait, parce que de toute manière, les soupapes existent. Alors, autant travailler avec quelque chose de concret, et ce n'est pas, si je vous dis oui, telle soupape n'existerait pas, on risquerait de mourir, l'ego va dire, bon, je suis correct, je suis colérique, mais ça va bien. Mon le chance. Mais c'est ça. Alors, disons que la soupape, elle est là. Et cette soupape plie dans le corps physique et c'est dangereux. Cela aussi nuit. Mais contrôler la colère, c'est une stupidité. Ne plus être en colère, ça, c'est intelligent. Évidemment, il y a une petite marge entre un et l'autre. L'homme va finir à un moment donné
par la compréhension des mécanismes psychologiques de l'ego, il va finir par ne plus laisser germer l'expression d'une énergie malsaine. Donc, il ne sera pas en colère, ce qui fait qu'il n'aura pas à contrôler la colère. Il ne sera pas en train d'être dépressif, donc il n'aura pas à se motiver pour être correct. L'homme sera en contact avec la réalité. Et dans la réalité, il n'y a que la réalité. Il n'y a pas l'interprétation de la réalité. Alors, ce qui fait que la colère est une soupape, il y a les pleurs qui sont une soupape, il y a la tachycardie qui est une soupape, il y a plusieurs mécanismes qui sont des soupapes, et hélas, on a besoin de soupapes parce qu'on a de quoi acheter dehors. Mais le travail, c'est pas d'éliminer la soupape, de fermer la soupape, de s'asseoir dessus, c'est d'arriver à ne plus remplir la chaudière d'énergie malsaine qui va vous demander de pouvoir sortir. Alors, ce qui fait que ça, c'est simplement l'énergie mentale qui va pouvoir permettre à l'homme de se comprendre. Et là, l'énergie mentale va être capable, parce qu'elle est plus énergisée, c'est-à-dire qu'elle est d'une vibration plus haute que l'énergie de l'astral. Lorsque le mental va être suffisamment énergisé, il pourra dominer l'énergie de l'astral, donc régir d'une façon intelligente et conséquentielle, donc efficace, les énergies inférieures au plan mental. L'homme pourra être heureux lorsque ce sera intelligent d'être heureux, mais jamais il ne sera malheureux parce que c'est stupide d'être malheureux. Et ce ne sera pas du positivisme. L'énergie du malheur n'apparaîtra pas dans l'homme. Et ça, c'est être mental. Question qui me vient, comment ça s'ajuste un ego de quelqu'un qui est ajusté avec un qui n'est pas ajusté? L'ego s'ajuste seulement s'il y a un mental pour l'ajuster, ou l'ego va s'ajuster seulement s'il y a un désir suffisamment puissant pour accepter des compromis de façon à mieux avoir ce qu'il demande. L'enfant va passer l'aspirateur, il sait qu'il va avoir 5 piastres. Ou s'il peut manipuler suffisamment ses parents pour, après ça, leur demander quelque chose, il va le faire. Donc, il est prêt à accepter des compromis pour avoir plus. Parce qu'il sait que son schéma de sécurité n'est pas brisé, c'est lui qui fait semblant. C'est presque de l'intelligence, mais du moins c'est dangereux. Ajuster son ego, n'ajuste jamais l'ego d'un autre. Et ajuster ton ego, c'est presque une farce. Ce qui est préférable, c'est que tu sois mental pour que l'ego soit ajusté par le mental au mental, non pas l'ego de l'autre. Et là, le mental qui a été capable d'ajuster ton propre ego, ton pire ennemi, avec lui-même, saura ce qu'il faut faire, évidemment, pour s'ajuster avec les égos des autres. Alors, le travail, ce n'est pas d'avoir une harmonie entre les individus. On s'imagine souvent que lorsqu'il y a une harmonie entre les égos, il y a évolution. On a des communautés qui essaient de créer l'harmonie, jusqu'à temps qu'ils se chicanent, qu'ils se divisent, parce que c'est toujours le même qui lave les toilettes. Bon, alors, vous riez, mais la majorité des communautés, des communes qui ont été démolies, c'était par rapport aux chiottes. Bon. Alors, ce qui fait que, généralement, c'est pas même emmerdant, puis on voit toujours les mêmes choses là-dedans. Enfin. Alors, mais c'est quand même une réalité. Alors, ce qui fait que, lorsque tu crées l'impression d'harmonie à l'extérieur, il n'y a que de l'attraction. Et lorsque les schémas de sécurité des égos vont commencer à se filer dessus, l'impression, tu vas essayer de la nourrir, parce que c'est un concept que tu veux garder. Tu as l'impression de paix, donc la paix, elle est là. Mais la bombe, elle se dirige vers toi, c'est toujours en paix. Il n'y a plus la paix dans la réalité, mais dans ton illusion, il y a la paix. Alors tu refuses même de voir l'extérieur. Et les communautés, c'est ce qu'ils font. Comme certaines personnes qui ne lisent pas les journaux. Ah, moi, les mauvaises nouvelles ne m'intéressent pas. Mais la journée qu'ils vont te dire de quelque chose dessus que tu devrais savoir, tu ne le sauras pas. Et ce n'est pas parce qu'une mauvaise nouvelle vient t'influencer qu'il faut que tu l'élimines. Mentalement, observe, étudie, sache au moins ce qui se passe, pour pouvoir agir en fonction de ce qui se passe. Mais l'ego ne veut pas agir en fonction de la réalité, il préfère nommer réel son illusion. Or, dans la communauté, tu as des réactions similaires, et lorsque les égos commencent à se toucher, il y a des problèmes. Et ces problèmes-là vont aller dans les choses normales. Parce que si tu as 15 toilettes, qu'on est 45 dans le village, ben, il faut laver les toilettes communautaires, on parle d'une communauté. Alors au début ça va bien, c'est un tel.
Mais il y en a un qui s'applique au coton, il y en a un autre qui me dit franchement, c'est clouné. Bon, alors ce qui fait, puis il y en a toujours. Dans une famille, on en a toujours, puis là je parle de choses pas mal bol à bol, terre à terre, mais dans une famille, on en a tout le temps, à un moment donné, qui ne tire pas la chaîne. Mais dans une communauté de 45, il y en a plein. Alors le gars qui s'applique, lui, puis il dit, c'est bon, alors il y a un moment donné qui se plaint. Il aimerait ça que les autres fassent plus d'efforts. Là, il y a son schéma qui commence à essayer d'embarquer les autres. Mais l'autre, les efforts, lui, tu sais, une chiotte, hein, du moment que tu peux t'asseoir dessus, tu fais une pacifiliste, c'est bien beau. Mais là, lui avec, il essaie d'imposer le sien. Fait que là, tu te rends compte que oui, mais on avait décidé au début, ah oui, je sais bien, mais pour l'instant, moi, je m'occupe du jardin, c'est bien plus important que les chiottes. Mais tu sais, en fin de compte, à un moment donné, les égaux vont commencer à se pousser l'un sur l'autre, puis pour des choses dans le genre, ça ne va plus. La personne qui va sarcler son jardin à main, puis l'autre qui sarcle avec une pioche, à un moment donné, il en va manger un coup de pioche. Parce qu'il y en a un qui va dire, oui, mais t'as aussi des bons plans. Ben oui, mais je note 4 sur 400, puis je sauve du temps. Oui, mais c'est mieux avec lui, mais tu ne gagnes rien. Mais à un moment donné, encore une fois, il y a des conflits. Si la communauté serait régie par le mental, tout serait fait d'une façon intelligente et non pas d'une façon assez sécurisée. Et il n'y aurait jamais de conflit. Dans ce cas-là, ce serait possible. Les égaux ne peuvent pas ajuster l'autre égaux, ne peuvent que manipuler l'autre égaux. Ça, c'est karmiquement dangereux. Si ce n'est pas régi par l'intelligence, ne connaît pas les conséquences de la manipulation de l'autre. Parce que l'autre, quand il va se réveiller, c'est quoi les conséquences? Ils sont prévus puis organisés, pas de problème. Tu n'as pas pensé à ça, d'où il y a un danger. Alors, ce qui fait que l'ego ne peut pas ajuster l'ego d'un autre, et ton mental va ajuster le tien. L'évolution, elle ne se fait pas dans une harmonie sécuritaire apparente entre individus. Elle se fait dans toi, l'évolution. Il n'a rien à voir avec l'extérieur. Alors, ton mental va finir par contrôler, ajuster, manipuler l'ego par l'intermédiaire de l'ajusteur psychologique, et il pourra faire cela par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée qui sera en relation avec l'énergie supramentale, ce qui est de plus en plus le cas dans les personnes du continent nord-américain. Cette guerre des égaux ne serait-elle pas en résumé une guerre contre le moi réel, parcelle divine de chaque individu qui essaie de se révéler? Oui, à la condition que le moi réel, on le transforme par les moi réels. Parce qu'il y a l'énergie physique qui, malgré qu'elle est densifiée, n'en est pas moins qu'une énergie. Comme la lumière blanche est une énergie, ce n'est pas parce qu'on a une énergie rouge, une lumière rouge, que celle-là, elle est perte. C'est une énergie qui est aussi hautement vibratoire que les autres, mais qui a une densité différente pour pouvoir servir de support à l'énergie orange, qui servira de support à l'autre énergie couleur, et ainsi de suite. Alors, il se trouve par hasard, et ça, l'ésotérisme se complète bien la spiritualité avec, qu'on a 7 couleurs visibles et on a effectivement 7 plans énergétiques d'évolution chez l'homme. C'est un hasard. Bon. Alors, on a donc le plan physique qui supporte le plan vital, qui supporte le plan astral, qui supporte le plan mental, qui va supporter le plan supramental, qui va supporter le plan bouddhique, rien à faire avec Bouddha, et qui va supporter le plan divin, rien à voir avec Dieu. Bon. Alors donc, on a 7 plans. Et on n'a pas un moi intérieur. Le moi intérieur, c'est la petite parcelle qui est culpabilisée et rejetée de l'ego. Puis qui se dit de temps en temps, mais j'existe moi avec, c'est moi qui devrait paraître. Bon, elle gratte sur les portes. Les moi intérieurs sont les énergies qui, à l'origine, ont la même vibration, la même divinité que l'énergie d'en haut, mais qui, elle, s'évertue à se sacrifier pour être densifiée suffisamment pour servir de support, la première base dans la matière. Elle n'est pas plus ville pour autant, elle est même encore mieux. Et là, il y a une deuxième qui se sacrifie, qui vient par-dessus. Et nous, on essaie de voir rien que le haut. Le haut, c'est ce qui va sauver le reste. C'est-à-dire, le haut descend, et au lieu de devoir descendre jusqu'en bas pour expérimenter dans la matière, il pourra être appelé par l'attraction vibratoire, par le corps qui est bâti dans la matière. Et là, les moi intérieurs, l'homme réel, qui est constitué de plusieurs niveaux de vibration, lui évolue. Mais effectivement, ces moi-là, et quand on dit moi encore, on s'identifie égoïquement,
Mais ces formes d'énergie humaine, évolutives, sont limitées parce que l'ego, la forme d'identification expérientielle de l'astral, qui est le troisième niveau d'énergie planétaire, s'identifie à tout l'ensemble. Donc, il essaie de régir l'évolution de l'ensemble à partir de ses propres désirs. Alors, c'est pourquoi que si ça te sécurise de prier, tu pries. Si ça te sécurise d'abandonner ton corps, tu abandonnes ton corps. Tu prends des crochets là-dedans, tu prends des coups dans l'enjou, un paquet de belles. Si ça plaît à ton ego de manger comme un cochon, pour évoluer, tu manges comme un cochon, le corps n'a rien à voir là-dedans. Alors donc, l'ego, s'identifiant à l'ensemble, gère pour l'ensemble l'évolution de l'ensemble, ce qui est stupide. Les moi réels, l'homme authentique n'est pas complet. Il est présentement construit de 4 formes d'énergie. Il lui en manque 3. La 5e est présentement en train de descendre et cette 5e va contrôler l'homme. Et lorsque cela sera fait, on aura donc accès à une 6e forme d'énergie. En ésotérisme traditionnel, on dit que l'homme a 7 corps et on s'amuse à les dessiner. Bon, s'amuser. Mais on n'a que 4 corps présentement et on n'a pas de maladies mentales comme telles, on a des maladies astrales. Psychosomatiques, c'est astral. Et on est en train de construire certains individus, mais la planète est en train de construire un début d'égrégore supramental, donc d'énergie supramentale, qui va devenir la 5e couche des énergies planétaires. Alors donc, l'ego nuit à l'expression et à l'évolution normale des moi, ou des soi, mais d'eux autres, des énergies. Les maîtres qui ne veulent pas perdre leurs disciples ont des égos. S'agit-il aussi de maîtres qui vivent sur d'autres plans? Ah, effectivement, surtout. Quel que soit le maître qui vit sur un autre plan, c'est un maître qui est mort. Et lorsqu'un maître est mort, il est dans l'astral. Lorsqu'il est dans l'astral, il est dans une mémoire. Lorsqu'il est mémoriel, il ne connaît que la mémoire. Donc, il ne connaît que l'expérience mémorielle, et pour avoir toujours l'impression qu'il est vivant, qu'il est authentique, qu'il est réel, il devra se mettre en contact avec la réalité, qui n'est pas mémorielle. Et la réalité ne peut être exprimée dans sa conscience que par le contact avec un vivant. Et ce vivant, il essaiera de le manipuler pour avoir encore l'impression que son schéma de sécurité, sa cosmogonie, sa conception de l'univers, c'est ce qui le sécurise. Mais s'il y a des disciples dans la réalité qui l'accréditent, c'est que lui aussi est dans la réalité et que tout va bien. Il n'y a pas pire danger que de suivre un maître de ce genre. Parce que même s'il est renégat de l'astral supramental, c'est-à-dire de la mémoire planétaire qui enregistre les connaissances supramentales dites lors de conférences ou lors de différentes choses, même s'il fouille à l'intérieur de ça pour donner des choses apparemment logiques et intelligentes, à un moment donné, il aura épuisé la place où il va fouiller et il sera obligé d'obliger les individus à faire des conneries. Et ça, on en reparle assez souvent au niveau des manipulations de l'astral chez l'être humain. Alors, ce qui fait que le guide, le maître, celui qui maîtrise les autres plus que lui-même, celui qui a besoin de disciples, s'il est vivant, il a besoin, pour se sécuriser d'une base, il a besoin de personne. Mais pas de personne. De monde. S'il est mort, il va encore, pendant un certain laps de temps, parce que de toute façon, au niveau de l'astral, il sera désintégré, il va rechercher encore des disciples, des personnes, pour pouvoir continuer à croire qu'il est là, comme il le voit. Bon. La personne qui voit après 2000 ans encore ce maître, si dans l'astral, ces maîtres sont dissoutes, qu'est-ce qu'elle rencontre? Bien, elle rencontre simplement l'idée mémorielle, la création égrégorienne, la forme pensée créée du maître par tous ceux qui continuent à croire au maître et qui continuent à prier le maître. Donc, le maître, à un moment donné, dissout, disparaît. Il est énergétiquement absorbé par les énergies similaires, par d'autres maîtres, disons. Et dans l'astral, on continue à nourrir une forme égrégorienne qui est celle de « Ah oui, il existe encore, tout ça s'appelle, il vient, on le prie, on y parle », ce qui fait qu'au cours des années, on dynamise une deuxième forme similaire à celle
que le maître a laissée et qui disparaît par après. Mais cette forme, elle est dangereuse, parce que là, elle commence à être assujettie au désir de ceux qui les manipulent. Tu as Saint-Machin, à un moment donné, que la collectivité prie. Et à un moment donné, ben, Saint-Machin change. Il commence à exaucer d'autres vœux. Il commence à guérir, il guérissait pas avant. Et c'est la collectivité qui, dynamisant l'égrégore de ce saint, finit par transformer lentement pour l'adapter à leurs besoins. Parce que c'est pour un esclave, cette mémoire. Alors, où la mémoire tente d'esclaver, donc de rendre esclave le monde, où elle est elle-même esclave. De toute façon, une mémoire de maître qui reste reliée au plan de la réalité par l'intermédiaire d'êtres vivants, il est manipulé, il est mal pris, il est dans un astral, il ne sait même pas qu'il est mort, il ne veut pas le savoir non plus, et il s'arrange pour être sûr qu'il vit en communiquant avec des vivants. Si les vivants l'exécutent, c'est parce qu'il a raison. Si la raison est en réalité, il est dans l'illusion. Alors, il ne faut jamais, mais ça encore, faites ce que vous voulez, c'est dangereux de croire ces choses-là. Un entité du monde des morts, de l'astral, peut venir te donner une communication, elle peut être parfaitement réelle, presque authentique, c'est-à-dire qu'elle est copiée de la mémoire supramentale, mais elle est intelligente. Si tu as le discernement mental, c'est-à-dire que si tu es capable mentalement de, malgré le maître ou malgré qui que ce soit, tu es capable de prendre malgré tout une décision qui peut être la même que ce que le maître te suggère, mais qui peut être à l'encontre de ce que le maître te suggère, aucun problème, c'est comme n'importe qui vient de voir. Mais si parce que tu accrédites un peu trop, il y a une notoriété sur toi, alors là c'est drôlement dangereux. Lorsque la personne rencontre un extraterrestre qui descend avec une coupe volante, qui a une belle porte qui descend, puis il y a de lumière, des bruits, et il descend habillé comme la personne s'attend à le voir, parce qu'il faut, sinon il ne le croira pas, ça commence à lui expliquer un paquet de choses de façon intelligente, logique, pas nécessairement logique, mais ça l'est suffisamment pour que lui, qui est trop cave, puisse découvrir l'illogisme de la logique. Alors, on lui dit comment l'homme a été créé, on lui explique plein de choses, on peut même faire visiter le vaisseau, il redescend là, mais ça, là, il est dangereusement mal pris. Si ça sera un être humain debout, qui n'est pas assujetti à des divinités illusoires, mais qui est capable de voir la réalité comme elle est, ben, il commencerait par ne pas s'apitoyer devant les extraterrestres, il commencerait par, ben, il agirait autant, il agirait en Dieu devant le Dieu. Parce que l'homme, il n'est pas inférieur. L'homme exprime des énergies un peu inférieures en vibration, parce que cela est nécessaire. Et ces énergies basses que l'homme est permettent aux énergies hautes d'expérimenter dans la matière. L'homme qui, l'ego, se croit souvent servile, il se croit petit, minable, minuscule comparativement à l'extérieur. Mais ça, c'est une illusion de l'ego. Dans la réalité, l'homme n'est pas en bas. L'homme, il est comme le reste des énergies. Et lorsqu'une énergie vient, même si elle a des oreilles pointues et des sourcils en haut, lorsqu'une énergie vient te voir, quelle que soit sa forme physique, elle n'est jamais supérieure à toi. Elle peut avoir des connaissances différentes, des connaissances plus complètes d'un univers, d'un monde, mais c'est bien génial. Par contre, elle n'a pas les connaissances planétaires que tu as, toi. Alors, pourquoi, toi, tu devrais te mettre à genoux devant cette énergie? Parce que moi, je connais le continent américain. Quand je m'en vais en Australie, qui est plus petit, ils doivent se mettre à genoux. Mais je ne peux pas plus vivre en Australie que lui peut venir, plus que lui peut vivre en Amérique. Donc, on est égal. Et si moi, j'ai une énergie extérieure que j'exprime plus fort que la masse, je ne suis pas supérieur, je suis différent. Et cette énergie, ce n'est pas ma possession. Je ne peux pas être supérieur. L'ego peut s'imaginer posséder l'énergie supramentale, être le chum de Dieu, donc être supérieur à l'humain. Mais les énergies supérieures évoluent parce que l'homme leur permet d'évoluer, parce que l'homme sert de réceptacle. Si l'homme n'est pas là, l'extraterrestre doit commencer par être défini.
Vu que l'homme est là, l'énergie supérieure peut venir sur la tête de l'homme pour expérimenter à travers l'homme la matière. L'homme n'est pas en bas parce qu'il est dans la matière. L'énergie supérieure n'est pas divinement plus haut. Parce que l'énergie supérieure, elle se densifie pour venir rejoindre l'homme et elle est arrêtée dans sa densification par l'homme. S'il n'y aurait pas l'homme, elle devrait continuer à se densifier pour devenir matière. Parce qu'il y a l'homme qui l'attire par son énergisation astrale ou mentale, surtout mentale en ce qui concerne l'énergie supramentale, l'énergie descendante qui évolue, mais qui est supérieure à l'homme, doit être arrêtée, et là, elle peut bénéficier du travail déjà fait par les énergies planétaires, donc les cannes d'énergie plus basses en vibration. Elle peut en bénéficier, donc évidemment, elle va aider ceux-là. Mais ceux-là, là, c'est un retour énergétique. Il n'y a jamais de don, c'est toujours un échange. On n'est pas inférieur. Donc là, il ne serait pas différent face à un extraterrestre comme tu comptes, simplement parce qu'il a vécu dans un corps émotionnel et l'autre n'a pas vécu. S'il lui passe à travers les murs, c'est parfait, mais moi, je suis sûr que je peux péter qu'il n'est pas capable. C'est pas parce qu'il y a une expression dans une matière physique différente de la mienne. J'ai toujours voulu voler, puis il peut voler. Il n'est pas supérieur pour autant. Dans le cadre où il s'exprime, il peut faire des choses. Mais dans le cadre où tu t'exprimes, tu peux expérimenter d'autres choses. Et lui a besoin de toi bien plus que tu as besoin de lui. Sécuritairement, l'ego recherche les énergies supérieures. Mais les énergies supérieures ont bien plus besoin de l'homme que l'homme a besoin d'eux. Parce que l'homme n'existe pas. Il n'est pas une complémentarité. La complémentarité, ce qui serait global dans l'homme, nécessite l'apport des énergies qui ne sont pas encore densifiées chez l'homme. Donc, ça au complet a besoin de l'homme comme il a besoin des énergies supérieures. L'homme n'a pas besoin des énergies supérieures. Pour vivre, tu ne peux pas croire qu'une personne qui est au Vietnam présentement a besoin des énergies supérieures. Il a besoin d'un fusil. Il a besoin des énergies inférieures pour vivre. Bon. Alors, l'homme croit avoir un besoin d'énergie supérieure, mais c'est une illusion. Et cette énergie supérieure a besoin de l'homme. Je le dis souvent, et c'est pas compris, ça va finir par l'être, que le problème de Dieu, c'est un problème humain. Et le problème humain, c'est un problème divin. Si l'énergie supérieure descend pas suffisamment rapidement pour venir chercher ce qui est prêt, il y a un problème. Mais si l'énergie descend et ce qui devrait être prêt en bas n'est pas prêt, il y a un problème. Dieu n'est pas parfait, parce que si Dieu serait parfait, puis on est Dieu, on serait parfait. Mais pas parfait, il n'est pas parfait. Bon. C'est ça qu'on appelle le change. Alors, l'homme s'imagine continuellement des choses, des farces, il croit, il crée la perfection en haut, perfection qu'il ne peut atteindre, alors il va essayer de manipuler la perfection pour qu'elle lui donne ce qu'il veut avoir. L'homme n'est pas un être rampant, c'est un être debout qui devra apprendre à un moment donné à se lever, à ne plus déchirer ses genoux et à travailler comme il devrait l'être. C'est-à-dire que c'est un élément, et ces quatre éléments, vu que ces quatre formes d'énergie qui sont reliées ensemble, c'est un élément essentiel dans l'évolution des énergies supérieures. Et l'homme est une énergie supérieure qui n'est plus supérieur parce qu'il est densifié. Il est densifié parce qu'il doit expérimenter la matière. La plus grande densification dans l'univers où l'homme évolue, c'est la matière. Donc, pour contrôler quelque chose, tu dois le connaître parfaitement. Les énergies ne peuvent pas se libérer du temps, elles sont manipulées par le temps. Étant manipulées par le temps, elles perdent en vibration et elles deviennent matière. Connaissant la matière, elles peuvent, c'est le plus bas où elles vont aller, connaissant la matière par différents principes trop longs et trop compliqués à expliquer ce soir, pour revenir prochainement, elles vont finir par pouvoir rehausser leur taux d'énergie en créant un être évolutif, un être évolutionnaire, un homme. Donc, je crée une base matérielle qui va pouvoir recevoir la même énergie, mais sans la densifier. Jusqu'à temps qu'on puisse bâtir morceau par morceau un
un être qui sera matériel, mais qui en lui aura la plus haute des énergies, et cette énergie pourra habiter l'homme parce qu'elle n'aura pas besoin de se densifier parce qu'il y aura l'homme. Donc le temps n'a plus d'emprise parce qu'il ne peut plus densifier l'énergie supérieure parce qu'elle est maintenant, elle peut connaître la matière par l'intermédiaire des corps inférieurs. L'homme est 4 corps inférieurs, mais il n'est pas inférieur psychologiquement, il est inférieur en vibration. La glace n'est pas inférieure à l'eau. Si tu tires un bloc de glace en face, ça peut être plus mal qu'un verre d'eau. Mais pourtant, en vibration, elle est inférieure. Alors l'homme est inférieur en vibration. Psychologiquement, il s'imagine qu'il s'incarne. Si on parle au niveau des échanges, si tu prends des métaux avant que tu puisses les fusionner ensemble, il faut que tu chauffes à des milliers de degrés. C'est ça qui fait que dans l'homme, tu n'as pas besoin de chauffer rien. Tous ces éléments, ces échanges-là, sanguins, etc., se font sans élévation de température. Donc, c'est parce que sa subtilité, il y a les deux. C'est-à-dire que l'élévation se fait par le contact avec une énergie plus haute. Et elle n'a pas besoin de venir manipuler l'énergie plus basse. Et dans la matière, pour transformer la matière, c'est obligé justement de bouger la matière. L'homme se transforme, l'homme mute régulièrement par l'intermédiaire d'énergies supérieures, comme l'énergie vitale fait muter le corps. Mais vu qu'elle est presque sur le même niveau vibratoire que la radioactivité aussi peut faire muter le corps. L'énergie psychologique fait muter le corps. Mais vu que l'énergie psychologique est reliée à un immense ego planétaire, automatiquement, il est manipulé par l'astral de l'extérieur, par la publicité, par la société, par les religions, par tout ce qui est dans l'astral planétaire. Automatiquement, cela va influencer la mutation. Donc, pour créer des êtres de plus en plus fidèles à une religion. Mais il y a l'énergie mentale, c'est-à-dire qu'il y a la souffrance chez l'ego, à cause des guerres d'ego, et cette souffrance finit par prouver à l'ego qu'il n'est pas apte à être efficace dans la réalité, donc il s'en remet à l'énergie mentale devient efficace, donc l'ego lui permet de s'exprimer, lui permettant de s'exprimer, l'énergie mentale se dynamise, s'énergise, il devient suffisamment puissant pour manipuler l'ego à un moment donné. Et automatiquement, tous ces phénomènes-là font que l'énergie mentale va finir lui aussi par opérer une mutation dans le corps physique. L'énergie mentale va opérer une mutation, mais elle va être plus intelligente parce que l'énergie mentale va, et c'est la seule énergie qui peut se relier à l'expérience extraplanétaire, donc à l'énergie supramentale de premier abord. Il y aura donc mutation psychologique parce que mutation cérébrale, parce que contact supramental. Alors, ces énergies-là sont continuellement présentes chez l'homme et il y a une mutation, c'est-à-dire qu'on s'arrange continuellement pour transformer la matière, mais pas en la brûlant, pas en la tapant. On transforme la matière dans le code génétique pour que, non pas l'homme présent qui reçoit les énergies, se transforme physiquement. Cela peut arriver, c'est chez les exceptions. Par contre, il pourra enfanter un enfant qui sera plus avancé, d'un petit peu plus, aller jusqu'à beaucoup, et l'évolution de l'humanité, c'est pourquoi l'humanité, justement, enfante, elle n'est pas hermaphrodite, elle n'a pas deux sexes en un, elle est sexuée, elle doit se mélanger pour obliger une transmission génétique de l'évolution. Dans la matière physique, on n'a pas ce phénomène, et la matière physique doit être balayée et détruite pour qu'on puisse la transformer de l'alchimie. Que se passe-t-il lorsque l'on découvre que l'on peut par soi-même élever nos vibrations et passer, par exemple, d'un état de fatigue physique à un état de dynamique? Alors, soit que c'est la partie égoïque, donc l'astral, l'ego de l'homme, qui est capable de lui donner de l'énergie, non nécessairement parce qu'il est stimulé par une peur ou par un accident, il est capable de donner de l'énergie à son corps vital et physique, il est capable de faire un compromis parce qu'il se sent mieux. Donc cet ego commence à être assujetti à l'énergie mentale parce que c'est un mécanisme intelligent. Ou parce que l'être est suffisamment mental qu'il est capable de prendre possession du système endocrinien débutant, disons dans ce cas-là, et on est capable d'énergiser. Si on regarde par exemple juste
un exemple, le programmètre contrôleur, un des objectifs est de faire en sorte que le mental finisse par être le maître contrôleur du système endocrinien. La psychologie astrale s'exprime par le système endocrinien, par les hormones. Et là, elle manipule le corps. Le système endocrinien, c'est la correspondance physique de l'énergie vitale, des chakras. Donc, si la psychologie se sert impunément de l'énergie vitale et de l'énergie physique, il épuise. Lorsque le mental finit par différents processus, par l'apprentissage, une compréhension et différentes techniques, à pouvoir prendre le contrôle du système endocrinien, automatiquement, l'énergie de la psychologie n'a plus besoin d'être en colère, parce qu'il n'y aura pas de colère chez toi. La psychologie vient pour s'exprimer, mais elle n'a pas les mécanismes, donc elle ne s'exprime pas. Donc, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'expression de colère. Alors, la personne qui arrive à se dynamiser, et ça, c'est un mécanisme qui va de plus en plus, qui doit être développé chez l'homme, d'une façon collective. On commence lentement dans différents endroits, et à un moment donné,